Peut-être une autre... Le cinéma bouge encore, nous sommes là pour l'achever. Bonjour les amis. Hello. J'y pense, mais cette tagline de Nico, elle est quand même un peu dure. Genre, on est là pour l'achever. Oui, bah écoute, il nous a fait du mal le cinéma. Voilà. Ah ouais, ok. Ah ouais ok. On est fâché contre. Non, je sais pas. Attends, j'ai vu l'Odyssée pour dire ça. De Nolan. De Nolan. Si vous souhaitez dialoguer avec les podcasteurs qui ont un peu chaud dans votre région, j'essaie de le détourner parce que vraiment j'en ai ras le cul. de ce Ah, truc un j'aime peu. bien les podcasteurs qui ont un peu chaud. Bah, Ouais, c'est la un canicule peu tout est encore. relatif. C'est un peu encore la canicule, donc bon. Vous pouvez nous contacter chaque semaine pour nous envoyer au 3615 sans trucage. Au singulier. Au Pas de singulier. S, non, 3615 SANSTRUCAGE Ouais, arobase c'est ça. gmail.com. L'adresse est en description. J'en profite pour faire une petite piqûre de rappel. Il y a 2 adresses mail en description. Il y a une adresse mail qui est réalise-sans-trucage@gmail.com pour les contacts professionnels. Et il y a en dessous l'adresse mail pour les questions. Je le dis parce qu'il y a régulièrement des gens qui envoient des questions sur la mauvaise boîte et j'ai pas toujours le réflexe de les transférer. Donc du coup, il y a des questions qui se perdent dans les limbes. C'est dommage. Donc ne vous trompez pas de boîte mail. Pourtant, c'est pas comme si on matraquait sur 3615. Écoute, ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave, en tout cas, vous pouvez nous envoyer vos questions concernant le cinématographe et l'image animée. On a chaud, mais on vous lit. On vous lit de près. Cette semaine, pas mal de choses au menu. Un Digger qui fait de la pub pour Tom Cruise et non l'inverse. Les premières cérémonies qui se dévoilent, notamment avec les Emmy Awards. Pourquoi le Festival d'Annecy ne fait pas plus de bruit et plus encore. Mais je voulais commencer rapidement par une petite news qui est passée totalement inaperçue. Netflix a un peu râlé sur la chronologie des médias. Enfin, non, Netflix a râlé sur son investissement dans la production française. Et je voulais revenir un peu dessus parce que c'est quand même pas rien. Comme vous le savez, la chronologie des médias, je vais pas vous faire tout le laïus. Pour avoir accès aux productions dans une certaine chronologie, à savoir au bout de 17 mois, la contrepartie est que il doit y avoir un quota du chiffre d'affaires investi dans les productions en France. En l'occurrence, ils doivent investir 20% de leur chiffre d'affaires dans les productions qu'ils veulent. C'est le cas depuis 2021, sauf que depuis quelques mois maintenant, Disney+ est une fenêtre plus courte. Elle a les films au bout de 9 mois contre 17, donc elle doit investir plus, etc. Rien de nouveau. Quel est le problème ? On a eu le porte-parole de Netflix qui a parlé dans Le Monde, dans un article assez long, et qui s'est plaint de cet investissement, puisque il représente 20 à 25 œuvres par an, ce qui peut paraître pas énorme quand on voit la grandeur du catalogue Netflix, mais qui représente quand même 250 millions d'euros pour l'année 2024. Et il se dit, il y a un moment, les gars, c'est un peu beaucoup. On est en galère. Ce qui est intéressant, c'est que ça intervient au même moment où il y a un lobby des plateformes qui est en train de pester contre une loi allemande qui vise à imposer un quota local un peu sur la même échelle. Et qui intervient quand ? Qui intervient à quelques mois de la renégociation de la chronologie des médias et qui va intervenir au même moment où il y a une élection présidentielle et où on sait très bien qu'il y a un parti à droite, très genre à droite, qui veut un peu casser tout ce modèle-là. Pour moi, c'est un pied de nez. Enfin, c'est un appel du pied qui fait un peu flipper, parce que quand on a quelqu'un de chez Netflix qui dit on investit un peu trop, on aimerait bien investir moins, mais quand même profiter d'un système, ça donne du grain à moudre à des gens à qui on aimerait éviter. Là où moi je trouve qu'en plus il y a une espèce de mauvaise foi de la part de Netflix, parce que certes ils investissent sur 20 ou 25 œuvres, c'est beaucoup, et en vrai parfois ça aide à des films d'exister. On parlait il y a quelques jours de Vermine, Sébastien Vanigel qui le dit, sans Netflix c'était compliqué. Cela étant dit, il faudra quand même rappeler que parmi les films étrangers, les films en langue étrangère regardés à travers le monde, il y a dans le top 10 Sous la Seine, qui est un film français, qui a été vu plus de 100 millions de fois. Ad Vitam a été vu plus de 60 millions de fois. Côté série, on pourrait parler de Lupin, qui a aussi été des cartons. Donc c'est pas juste des investissements obligatoires pour correspondre à la France, c'est aussi leur permettre d'avoir des succès. De donner des cartes à des talents français qui veulent raconter des histoires. Donc, il faudra suivre de près, parce que c'est pas de l'argent jeté en l'air comme ils disent, c'est de l'investissement. Et à voir comment ils se positionnent, parce qu'on se rend bien compte que là, il y a effectivement beaucoup de revirements de situation, de changements de discours à l'approche d'une candidature Le Pen Bardella, pour les citer par exemple, qui veulent casser le CNC et casser ce modèle-là. Moi, ça me fait flipper. Et Netflix sont le premier à en parler, à voir ce qu'en dit de Disney+, qui, pour le coup, joue le jeu. Pour l'instant, produit beaucoup plus, investit beaucoup plus dans le cinéma français, parce qu'ils en profitent de cette fenêtre de 9 mois.
À voir à l'avenir ce qu'il en joue. Rappelez-vous qu'en 2027, on va donc revoter la chronologie des médias, à peu près en même temps qu'on a un présidentiel. Ce qui se passe est important dans la production du cinéma. Et quand on a quelqu'un comme le porte-parole de Netflix qui dit ça, c'est une parole qui a de la valeur. Moi, je profite que tu parles de ce sujet-là pour faire une petite remarque. C'est que moi, je suis toujours gêné et même agacé de voir que ce que Netflix met en avant pour attester du succès des films, c'est le nombre de visionnages. Et ça me pose toujours un problème parce que quand tu sors un film en salle, le nombre d'entrées que tu réalises, le nombre de tickets que tu vends, c'est très important parce que le centre de ta rentabilité, c'est le film. Voilà, c'est ce film-là qui te permet de faire venir des gens en salle et qui te permet de gagner de l'argent. Sur Netflix, ce qui leur rapporte de l'argent, c'est les abonnements. Et c'est des abonnements mensuels ou annuels. Ça veut dire que même si quelqu'un ne regarde aucun film sur Netflix pendant 365 jours, s'il est abonné et qu'il ne désactive pas son abonnement, il va donner autant d'argent à Netflix que quelqu'un qui regarderait 5, 6, 7 films par semaine sur la plateforme. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, et il faudra peut-être en passer par la case légale, hein, mais qu'un jour, on oblige Netflix à adopter un autre système de comptage pour les mettre véritablement en comparaison avec les salles, qui serait de dire, bah voilà, on a sorti ce film-là à telle date, sur les 30 jours qu'on suivi la sortie du film, on a eu plus X abonnés ou moins X abonnés, et être capable de déterminer un taux de transformation, parce que les visionnages, ça veut tout et rien dire. Sur une plateforme qui a autant d'utilisateurs que Netflix, est-ce que 60 millions pour Ad Vitam, c'est vraiment un énorme score ? 69. 69, est-ce que c'est vraiment un énorme score ou pas, vu qu'ils ne communiquent pas le nombre de visionnages de tous leurs programmes, et qu'en plus, il n'y a pas d'organisme indépendant pour attester de la véracité du nombre de visionnages, donc va savoir, ils gonflent tous les chiffres. Donc c'est très, tout ça est très flou, et à un moment, il va falloir mettre un petit coup de propre là-dedans, parce qu'on s'y retrouve pas, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que la seule contrainte qu'aura Netflix et les autres plateformes par ailleurs, c'est qu'ils sortent tellement de contenu que ça va être difficile de quantifier combien d'abonnés se sont rajoutés pour ce contenu spécifique. Parce que quand t'as un Lupin qui sort, bah, il se trouve que la semaine d'après, t'as un autre truc, et puis 3 semaines après, t'as Squid Game. Enfin, tu vois, Netflix était dans un... Surtout en début 2026, là, c'était abusé. Toutes les 3 semaines, il y avait un énorme truc. Il y avait Bridgerton, et puis après, il y avait juste avant, il y avait Squid Game. Enfin, c'est difficile de quantifier. Ce qu'on sait, néanmoins, malgré tout, c'est que là où t'as raison, c'est effectivement, ils gagnent de l'argent sur les abonnements, et surtout sur les gens qui, après, oublient de se désabonner. Ce qui est quand même un délire en soi, mais bref. Sous la scène, ça a été un vrai buzz mondial. Ça m'étonnerait pas que lui, pour le coup, il y ait des gens qui se soient abonnés parce qu'il fallait voir le film, parce que plus personne s'est téléchargé légalement et qu'il fallait suivre, quitte à se désabonner le mois d'après. Mais c'est vrai que du coup, Ad Vitam n'a pas reçu le même buzz. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est que en fait l'indicateur un petit peu plus objectif et un petit peu plus crédible, c'est quand tu sors de Netflix et que tu vas sur les réseaux sociaux et que tu regardes le nombre de gens qui parlent de telle ou telle production Netflix. Et c'est vrai que des buzz comme celui de Sous la scène, bah en fait, il y en a très peu pour les films français sur les plateformes de streaming. C'est beaucoup plus pour les séries. Et c'est beaucoup plus pour les séries, tu vois. Lupin était un sacré truc. Lupin, il y a aucun doute sur le fait que ça a été énormément vu parce que dans toutes les langues, les gens faisaient des posts dessus, quoi. Mais c'est vrai que Ad Vitam, à ma connaissance, le truc, personne n'en a parlé en dehors des frontières de la France, et alors même en que France, personne n'en a parlé, quoi. Tu sais, fut un temps, Netflix comptait, c'était encore plus vicieux que ça, il comptait en nombre de minutes visionnées. Ouais, bah oui, mais non, tu vois, encore plus à un moment, il va falloir clarifier tout ça, parce que c'est compliqué, en fait, de s'y retrouver et de commenter correctement ces stats, On est d'accord. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Question au 3615 de Mathieu, que je l'ai trouvé assez pertinente, sur Digger, je cite. Bonjour à toute l'équipe et à toutes les Josiane, je m'interroge sur le traitement de la nouvelle bande-annonce de Digger, qui ressemble bien plus à une pub Rolex pour Tom Cruise qu'un vrai teaser. Je sais que l'entier de la promo tient sur l'apparence de l'acteur, au point que le pitch soit quasi inexistant. Cependant, je m'interroge déjà sur la possibilité d'un studio d'utiliser tous ces extraits comme si seul Cruise était détenteur des droits. Ensuite, je me questionne sur l'intérêt marketing d'une telle entreprise. Est-ce que le public, qui n'a pas dans la grande majorité connaissance de ce film, va vraiment se déplacer pour un film d'auteur alors que la promo est axée sur les films d'action? Je voulais votre avis et votre retour éventuel sur cette bande-annonce que je trouve personnellement au mieux nulle, au pire mensongère. Bisous Mathieu. Alors effectivement, juste pour revenir 3 secondes et demie dessus, Alexis, je te l'avais envoyé d'ailleurs. Oui. La Warner a sorti une bande-annonce qui est en fait une espèce de méga montage de 5, 6, 7 minutes sur toute la carrière de Tom Cruise, qui va vraiment citer tous ses films. C'est vrai que la question des droits se pose. Alors, il se trouve que les droits, normalement, les bandes-annonces sont libres de droits. Mais c'est vrai que se pose la question et c'est étonnant d'avoir une com qui se porte à ce point-là, pas juste sur un acteur, mais sur la carrière d'un acteur. Alors, 3 petites choses. Déjà, premièrement, je suis désolé pour notre camarade auditeur. Moi, je la trouve géniale, cette bande-annonce. Parce que t'es un Cruise Zouz. Non, pas pour ça. Parce que, enfin,
pas que pour ça. Oui, parce que vous pas n'avez que pas pour ça. entendu, mais alors j'ai lancé un regard tellement en mode mec. Non, pas que pour ça. Non, parce que enfin une bande-annonce d'un film qui me vend pas les images du film, quoi. Enfin, c'est quand même devenu un énorme problème aujourd'hui. La durée moyenne des films annonces a explosé par rapport à il y a quelques années où tu peux te taper des bandes annonces de 2 minutes 30, 2 minutes 40, 3 minutes. Moi, je me souviens de la bande annonce de Titanic qui avait une durée absolument phénoménale. Sauf que le film fait 3h30, donc tu as de la matière, tu sais que tu peux faire une bande-annonce de 5 minutes et quand même garder énormément de moments clés du film verrouillés. Aujourd'hui, c'est plus le cas, vraiment. Moi, les bandes-annonces, j'essaie le plus possible de les fuir parce que je trouve qu'elles me vendent trop les films, y compris sur des films qui sont pas des blockbusters américains. Je trouve que la bande-annonce de La Chaleur de Deux Moustiers, dont on vous parlait vendredi dernier, dévoile beaucoup trop de choses. Je suis d'accord. Bon, bah là, j'ai une bande-annonce où il y a à tout péter 2 séquences du film en question, dont une qui était déjà le teaser sorti il y a 6 mois. Donc déjà, je suis content parce qu'il y a une petite excitation. Je ne sais pas vraiment ce que je vais voir. Ensuite, il y a la question de Tom Cruise. J'ai beaucoup d'estime pour le travail d'acteur de Tom Cruise. L'être humain, c'est un autre sujet, mais pour son travail d'acteur, j'ai beaucoup réussi d'estime. à séparer l'homme de l'artiste, c'est fort. J'ai réussi à séparer l'artiste de son travail. Ce qui n'est pas la même chose. Donc évidemment que je suis content de voir un mash-up de tous les bons films dans lesquels Tom Cruise a tourné, parce qu'il a quand même tourné dans un sacré paquet de bons films, il faut pas l'oublier. Et dans La Momie. Et dans La Momie. Qui est presque pas présent du monsieur. Voilà, qui n'est pas vraiment là. Ou dans le dernier Mission Impossible, qui est une purge sur nom. Mais il a quand même fait pas mal de bons films, donc c'est toujours un petit plaisir. Ensuite, il faut comprendre, et c'est mon troisième et dernier point, celui-là n'est pas subjectif pour le coup, il prend un petit peu plus de recul. Tom Cruise, c'est une star à Hollywood, il n'est pas la seule, mais il a un statut unique. C'est une star du Hollywood classique. Quand, dans les années 40, vous alliez voir un film au cinéma, et là je parle pour le public américain, je pense que c'est avant tout pour le public américain que cette bande-annonce a été faite. Évidemment. Quand tu étais un jeune cinéphile américain en 1945-1950, t'allais voir le nouveau James Stewart. Ou le nouveau Cary Grant. Le réel, on s'en branle, l'histoire, on s'en branle. Ou le nouveau Fred Astaire. Ou le nouveau Fred Astaire, ou le nouveau Gene Kelly, ou il y a un nouveau film avec Marilyn Monroe qui est le sex symbole en vogue en ce moment-là, et du coup tu vas voir le film. Et en fait, il y a évidemment énormément de chefs-d'œuvre dans lesquels ont joué ces acteurs et actrices que je viens de citer. Mais pour le public, la première accroche, c'était l'acteur. Occasionnellement, le réalisateur Alfred Hitchcock a bénéficié quand même d'un statut de starification légendaire à Hollywood. Faut quand même pas oublier que la bande-annonce de Psychose, il n'y a pas d'image du film dedans non plus, c'est Alfred Hitchcock qui se promène sur le décor et qui dit au spectateur, voilà le décor de la salle de bain où il va se passer un truc coton quoi. Vraiment c'est ça, hein, je caricature pas. Et Tom Cruise aujourd'hui, c'est le seul à avoir encore ce pouvoir-là à Hollywood. Il y a eu, là, il y a quelques jours à Paris, l'avant-première de l'Odyssée de Christopher Nolan avec tous les acteurs et toutes les actrices qui sont venus, mais les gens dans la salle, ils n'étaient pas là pour les acteurs et les actrices. Ils étaient là pour Nolan. Pour le film. Parce que c'est un Nolan, mais ils étaient là pour le film. Honnêtement, je pense qu'ils sont contents de voir Nolan sur scène, mais c'est pas pour ça qu'ils sont là. Pour un film de Nolan, je veux dire. Ils sont là pour l'Odyssée de Nolan, tu vois. Les gens vont voir un Spielberg, les gens vont voir un Nolan, en France, les gens vont voir un Ozon. Tu vois, ils vont voir. Qui sont ces gens Vraie question. Des fois toi. Alors, non, c'est c'est pas travail. vrai. Jusqu'à grâce à Dieu, c'était vrai. Plus maintenant. Non, mais tu vois, les gens vont voir un film parce que la bande-annonce leur a plu, parce que le synopsis leur a plu, parce que l'affiche les intrigue ou parce qu'ils connaissent le travail du réalisateur ou de la réalisatrice. Tom Cruise, les gens vont le voir parce qu'il y a Tom Cruise dedans. Fin. Et du coup, finalement, je la trouve plutôt maligne. Cette bande-annonce, déjà, elle assume enfin de nous dire... en fait, Tom Cruise, il fait des choix de carrière pour pouvoir commenter sa propre carrière de façon méta, parce que c'est un peu son obsession du moment. Donc là, c'est son retour au cinéma d'auteur. Donc, il y a tout un montage qui t'amène à ce retour vers le cinéma d'auteur. On peut trouver ça complètement ridicule, mais fondamentalement, c'est cohérent. Ça fait une bande-annonce qui ne te vend pas les images du film. Et en fait, ça te permet aussi de comprendre un petit peu c'est quoi la particularité de Tom Cruise dans le Star System. Et, petite parenthèse, pour ce qui est des droits, évidemment, il y a des extraits de bande-annonce qui sont de fait libres de droit. Après, attention, encore une fois, il s'agit de Tom Cruise. À mon avis, je pense que 3-4 coups de fil par-ci par-là, il obtient les droits d'à peu près n'importe quel film. Surtout que dans la liste, il y en a un nombre non négligeable dont il est producteur et sur lesquels il a donc des droits et il peut faire un peu ce qu'il veut de ses films. Donc, c'est pas. Honnêtement, il y a pour moi. Cette bande-annonce, elle fait un peu tache dans le paysage parce qu'on n'en a jamais vu des bandes-annonces comme ça. Mais en fait, je trouve que c'est pas si malin de dissimuler le film pour plutôt nous dire voilà dans quoi le film va s'inscrire. Si on met le côté ego trip, qui était évident, mais si on met le côté ego trip de côté, t'as
une espèce de panorama de la carrière de Tom Cruise, des différents rôles qu'il a fait, des différents films qu'il a fait, et on te dit, bah voilà, ça c'est ce que tu connais. La prochaine étape, c'est Digger. T'as quasiment rien vu de ce film-là. Rendez-vous à sa sortie en salle. En fait, je pense que c'est pas une mauvaise façon de promouvoir un film. Et surtout, encore une fois, moi, c'est le nerf de la guerre pour moi. La bande-annonce, elle ne nous gâche pas le film. J'espère, je croise les doigts, qu'on va pas se taper un vrai trailer de 2 minutes d'ici à la sortie du film. Je suis pas sûr. Si c'est Tom Cruise qui gère la promo, et j'ai tendance à penser que c'est lui qui gère la promo directement avec ses équipes, il y a un monde où on ne verra pas plus que ça avant la sortie du film. Si c'est le cas, c'est très très fort. Ça pourrait, hein. Le dernier cas de figure qu'on avait comme ça, c'était le dernier Miyazaki, Le Garçon et le Héron, où on n'a eu aucune image avant la sortie au Japon. Après, il y a une bande-annonce pour la France. Moi, j'ai une toute petite bille à rajouter dans ce que tu viens de dire. J'en rajouterai un autre truc. La Warner sort quand même d'une année 2025 où ils ont sorti Sinners et Une bataille après l'autre, 2 films qui n'ont pas fait de festival, 2 films qui ont toutes resté aux Oscars, et 2 films qui se sont opposés notamment sur Michael B. Jordan et Leonardo DiCaprio. Pas que, mais quand même. Pour moi, c'est un spot pour dire le prochain Oscar du meilleur acteur, c'est lui, hein. C'est lui, hein, la campagne elle commence maintenant, les gars. Hein. Le film n'a pas été vu, le film n'est pas encore à Venise, il ne sera peut-être pas d'ailleurs. L'Oscar, il est pour Tom Cruise cette année. Et ce spot, il vous le rappelle. Pour moi, c'était aussi ça. Oui. C'est un début de campagne. C'est l'occasion de rappeler que c'est effectivement, tu fais bien d'en parler, parce que en plus, c'est le petit angle mort de cette bande-annonce, peut-être angle mort accidentel ou peut-être pas, hein, mais effectivement, Tom Cruise, il a à son palmarès un nombre de réalisateurs et de réalisatrices majeurs de l'histoire du cinéma. Tu vas rappeler quand même qu'il joue dans le dernier film de Stanley Kubrick, entre autres. Donc il a quand même, voilà, il a à son pédigré un sacré paquet de réalisateurs importants. Il a jamais eu d'Oscar. C'est ouf. Jamais. Ça, c'est le truc qui manque pour parachever la légende Tom Cruise. Donc ton hypothèse tient d'autant plus la route. Sophie, je disais en introduction que c'était le début de la saison des cérémonies. C'est un petit peu tôt, mais il y en a toujours une qui intervient tôt. Ça s'appelle les Emmy Awards. Ouais, et on vient d'avoir les nominations. Il y en a une tétrachier. C'est abusé. J'ai reçu un communiqué de presse. Je vous jure, je mens pas. Apple TV est nommé 89 fois. Ouais, alors c'est hyper compliqué parce qu'il y a ce qu'ils considèrent genre les major nominations et les sous-nominations. Il y a vraiment... en fait, il faut savoir que les Emmy, c'est des sous-catégories, notamment drame et comédie. Et à chaque fois, c'est toujours le même débat, surtout depuis quelques années, sur mais pourquoi The Bear, c'est en comédie ? Personne ne sait, je sais pas qui l'a foutu là, mais j'aime bien le remettre parce que je comprends toujours pas. En fait, c'est hyper intéressant, les Emmy, notamment pour... en fait, c'est que ça considère, ça prend en compte... en fait, c'est the Academy of Television Art and Science qui fait la sélection. Et donc, il y a aussi de la télé. C'est pour ça qu'on peut retrouver, par exemple, chaque année, depuis quelques années, Drag Race nommé en, par exemple, le meilleur TV host. En fait, ça englobe beaucoup de choses. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de catégories. Moi, j'aime bien les Emmy parce que ça lance les grandes catégories pour les séries télé. Et comme vous le savez, j'ai une petite passion séries télé. Mais non. Et à chaque fois, je me dis... Ok, c'est la cérémonie qui me dit ce qu'il faut que je regarde ou ce que je dois rattraper pour savoir quels sont les gros highlights. Là, j'en avais déjà pré-shot quelques-uns. En fait, il faut savoir aussi que dans les Emmys et après dans les Golden Globes notamment ou autres, il y a des séries phares qui se succèdent saison après saison. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait déjà Pluribus... On avait déjà Pluribus d'ailleurs qui est renommé parce qu'en fait il n'y avait pas être nommé à la série de cérémonie d'avant parce que c'est sorti en décembre, bref, peu importe. C'est un peu compliqué la temporalité. La temporalité est hyper confuse, mais par exemple The Pitt, c'est la 2e année consécutive qu'il est nommé. Attends, je me permets juste 2 secondes de préciser ce que je viens de dire parce que c'était pas clair. En gros, les Emmy récompensent tout ce qui est sorti entre le 1er juin de l'année jusqu'au 31 mai suivant. Donc là, c'est toutes les séries sorties entre le 1er juin 2025 jusqu'au 31 mai 2026. C'est pas sélectionné sur une année calendaire. C'est ça. Ils ont leur propre calendrier de sélection. C'est pour ça que D'où c'est le bordel. C'est un peu le bordel. C'est particulier. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on avait des séries, notamment des séries que j'attendais de voir nommées, et j'ai déjà mon petit pronostic. Là, je vous en avais déjà un petit peu donné des éléments en vous les conseillant, notamment là très récemment. La saison 2 de Beef est évidemment nommée pas mal de fois. Je vous ai fait une grande éloge sur Widow's Bay qui a déjà 19 nominations. Il faut savoir que c'est le showrunner de Atlanta, donc en fait on a pareil meilleur réalisateur d'épisodes. Il faut savoir qu'il y a vraiment plein de catégories. Widow's Bay qui est en comédie.
Oui, mais c'est normal. Logique. Logique, pour le coup logique à 100%. C'est vraiment de la comédie horrifique, mais comédie quand même. En fait, il y a tellement de sous-catégories qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est que Matthew Rhys, qui joue dans Widow's Bay, est nommé 2 fois en meilleur acteur, notamment pour Limited Anthology, donc des petites séries d'anthologie, donc pour The Beast in Me, et pour Widow's Bay. Il faut savoir qu'on retrouve Noah Wyle, évidemment, et il peut l'emporter pour la saison 2 aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc Pluribus est là, Biff est là, The Bear est toujours là. Abbott Elementary, il faut croire qu'il y a très peu de renouveau dans la sitcom parce que là c'est la 4e saison qui est nommée et ça commence un petit peu à s'essouffler. Ta série Apple que t'as adorée là avec Elle Fanning. Bah c'est ça, évidemment. Margot Got's Money Problem est évidemment nommée. En fait, ce qui est cool, c'est que globalement j'avais un petit peu tout juste. Il faut savoir que il y a quelques séries du coup. Qu'est-ce qu'il faut que je rattrape potentiellement pour des futures séries? Il faut que je rattrape Axe, que j'ai jamais vu et qui est nommé partout, notamment en comédie. Et on a Slow Horses, que j'ai pas vu mais dont j'entends beaucoup de bien. On a également le comeback avec Lisa Kudrow, qui a un dispositif très particulier parce que c'est une saison qui... chaque saison suit une période très différente et il peut y avoir jusqu'à 5 ans, 6 ans de différence. Je crois qu'il y a eu 3 saisons seulement sur techniquement 20 ans d'existence, ça, ou un truc comme ça. Ça a commencé peu de temps après. Un peu le Boyhood de la série télé. C'est ça, et c'est assez intéressant. Bref, moi j'attends aussi de savoir s'ils vont, par exemple, récompenser Jimmy Kimmel après tout ce qui s'est passé. On va voir si... Ce qui serait intéressant, c'est surtout Stephen Colbert qui va se faire annuler. Ouais. Exactement. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Si vous voulez une petite anecdote, pour vous dire la quantité de prix qu'il peut y avoir, sachez que le show du halftime du Super Bowl de Bad Bunny a été nommé 9 fois. Voilà. Meilleure chorégraphie dans un programme réel, meilleure réalisation dans un variety special comme ils appellent ça, maquillage, coiffure, lighting design for a special. Enfin, il a 9 nominations, pardon. Non mais c'est fou. Pour dire la tétrachier de nominations qu'il y a aux Emmy. Et c'est pour ça que personne ne les regarde. Il y a trop de catégories, les gars. Ouais, il y a trop de catégories, mais c'est pas grave. C'est un peu pour tout le monde à sa petite statuette. C'est un peu les Dundies de The Office. Ouais, dans The Office. Et on avait parlé de Task dans un épisode d'Alerte Spoiler. Task est nommé plusieurs fois aussi. Et je trouve qu'il y a un truc que ça confirme, et je suis assez contente, même si c'est toujours HBO qui truste globalement l'intégralité de la cérémonie, il y a Apple TV qui commence vraiment à venir très 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 fort je là. le disais en blague, mais 89 nominations, c'est énorme. Hein. Bah ouais. Franchement, voilà. Parce que 89 nominations, grosso modo, ça veut dire qu'en fait, on a des séries comme Widow's Bay qui a 19 nominations, tu l'as dit, mais Pluribus aussi. Et qu'il y a plein de séries autres, Fondation, Monarch, Morning Show, Palm Royal, Smoke, etc. etc. Les Emmy Awards qui se dérouleront par ailleurs dans la nuit du 5 au 6 septembre prochain. Donc, on vous en reparlera sûrement. Wouldn't a good hot cup taste good right now? Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar. Autre mail, autre question au 3615. 3615 au singulier. Enfin, 3615 trucage au singulier. Voilà, je vous ai un peu tricky. Question de Théo. Bonjour à toutes et tous. Le Festival international du film d'animation d'Annecy s'est terminé il y a 2 semaines et je m'étonne de la faible médiatisation de l'événement. Rappelons que ce festival est l'événement le plus important pour le secteur de l'animation. Outre la compétition officielle qui a cette année récompensé le violoniste et décerné 3 prix au corset de Louis Clichy, c'est aussi l'occasion pour de nombreux studios de venir présenter leurs projets futurs. On peut par exemple citer DreamWorks, venu présenter en intégralité son prochain film, Disney et Pixar, qui ont présenté le développement de leur prochain long et court-métrage, mais aussi SS Rajamouli, qui est venu présenter le work in progress de son premier film d'animation, dérivé de Bahubali, comme on avait pu voir avec Alexis lors de la séance du montage épique. Le FIAPF, pas évident comme acronyme, a d'ailleurs récemment classé le festival d'Annecy comme un festival de classe A, aux côtés de Cannes, Berlin, Venise et autres, faisant d'Annecy le seul festival de classe A exclusivement dédié à l'animation. C'est également l'un des festivals les plus fréquentés au monde, avec plus de 19 000 accrédités cette année. Je m'étonne donc de voir si peu de médias parler de l'événement. À ma connaissance, l'essentiel des articles concernant le festival se résumait à son palmarès, alors que cette année a été marquée par quelques scandales, notamment liés à la présence en compétition d'un court-métrage fait en partie avec de l'IA, mais aussi par l'ouverture de la Cité internationale du cinéma de l'animation. Votre camarade Paf le meilleur, que vous avez plusieurs fois cité dans votre podcast, parle même de mépris à l'égard de ce festival. Qu'est-ce qui, selon vous, explique un si faible intérêt de ce festival
pour la presse. Bonne journée à toutes et à tous, Théo. Je fais très rapidement, on te donne la parole, Sophie. Plusieurs choses. 1, gros mépris pour l'animation, ça c'est évident. 2, beaucoup de gens considèrent que l'animation c'est que pour les enfants. Annecy se met un point d'honneur à montrer que ce n'est pas le cas, mais du coup la plupart des gens s'en foutent. Le problème principal d'Annecy, on va pas se mentir, c'est qu'il intervient début juin, à savoir juste après Cannes, et la plupart des médias sont sur les rotules. Les journalistes doivent prendre des journées de récupération, ou surtout se disent mon audience vient de se taper 2 semaines de Cannes, il a pas envie d'avoir un autre festival à traiter dans mon quotidien ou dans mon journal télévisé ou dans mon hebdo, et du coup c'est pour ça qu'il se fait régulièrement mettre de côté. Moi, je peux parler de mon expérience parce que quand j'étais à Combini, on a été partenaire de nombreuses années d'Annecy. Et en vérité, quand j'y allais, j'avais accès à peu près qui je voulais. Mais si je voulais rendre ça accessible à mon audience qui était très grand public à l'époque de Combini, je devais cibler sur des trucs très précis. Donc, j'allais parfois interviewer des petits réels, mais c'était pour des petits articles pas beaucoup lus, quand bien même c'était pour des gros films comme Les Tortues Ninja. Mais c'est vrai que si t'as pas un Del Toro ou si t'as pas Rajamouli, c'est encore autre chose. Je sais pas à quel point ça fonctionnerait en vidéo chez Combini par exemple, mais c'est le problème de l'animation aussi, c'est que c'est rarement des gens bankable dans les grands médias, si je peux me permettre de dire ça grossièrement. Évidemment qu'il faut pas réfléchir comme ça, sauf que c'est comme ça que les médias réfléchissent, parce qu'actuellement c'est comme ça que les médias survivent. Je pense qu'il y a une partie de ça, je pense qu'il y a effectivement une partie clairement de mépris, et je pense aussi qu'il y a le fait que Annecy c'est aussi une très grosse machine, comme le dit le mail de Théo, il y a aussi beaucoup de choses. Sophie, je pense que tu voulais compléter un peu mon propos. Ouais, parce que j'y étais à Annecy cette année. C'était ma première. Pourquoi je ne vous ai pas parlé du festival ? C'est parce que je n'ai pas vu de film, en fait. J'ai pas vu de film parce que j'animais une conférence là-bas. Et que tu étais dans un jury. Et que j'étais dans un jury des Midnight Short. En fait, c'était la première fois qu'il y avait ce jury qui était mis en place. On était 3 et en fait, on a jugé 16 courts-métrages d'horreur. Ou fantastique en tout cas. Donc j'ai juste pas eu le temps. Puis encore une fois, après Cannes, on est fatigué. Pourquoi la presse ne parle pas ça alors qu'il y a beaucoup de journalistes, et je pense qu'il y a de plus en plus aussi de créateurs de contenu qui sont sur place, et techniquement par exemple on salue la copine La Manie du cinéma qui elle a bossé du coup pour le festival et qui a fait énormément d'interviews sur place, qui a beaucoup repartagé de son expérience sur le festival. Je pense qu'en effet le grand public se désintéresse en partie du cinéma d'animation, mais je pense qu'on est pour donner une note d'espoir, ça change. J'ai l'impression que d'année en année, on a de plus en plus de propositions. Par exemple, on avait félicité le Festival de Cannes de s'ouvrir un peu plus à l'animation, même si techniquement ça piquait aussi un peu des films Annecy. C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'en fait ça dessert aussi la force que pouvait avoir Annecy aussi. Oui, mais par exemple, Jim Queen était aussi présenté à Annecy, Le Corset, enfin je veux dire, il y a des films qui étaient quand même malgré tout au festival, donc ça leur donnait une petite mise en avant. C'est un peu compliqué parce que le cinéma d'animation pour enfants séduit énormément, ça fait toujours des scores démentiels au box-office, surtout quand c'est des gros studios, DreamWorks, Disney, Illumination, enfin voilà, mais le cinéma pour adultes c'est plus compliqué, mais on a aussi des séries qui sont présentées au festival d'Annecy. Là, il y avait Ricky Gervais qui était présent au festival pour une série d'animation. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que à titre personnel, j'ai trouvé le festival super, mais un peu compliqué quand on ne connaît pas encore la machine, notamment pour prendre les places, tout ça. Mais je vois qu'il y a des journalistes sur place qui sont spécialisés. Il y a aussi des grands médias qui y sont. J'ai croisé Caroline Vier, que j'ai même pas eu le temps de saluer, et qui était là donc pour 20 minutes. Oui, mais typiquement, Caro, pardon, excuse-moi, parce que moi je l'ai beaucoup couvert. Caro, elle y est, mais elle fait pas grand-chose pour 20 minutes. Elle y va parce qu'elle fait beaucoup de présentations. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a pas mal de ça aussi. En fait, je pense que ça va être un travail progressif, notamment pour la presse, de couvrir de manière différente le festival, parce qu'il faut trouver le juste ratio entre arriver à convaincre le public qu'il y a un intérêt dans le cinéma d'animation pour adultes. Mais je pense que c'est en train de changer. En tout cas, il y a Jim Queen là, qui a fait 200 000 entrées au moment où on parle. C'est énorme. Moi, j'attends de voir les scores du Corset. Et puis, n'oublions pas que l'année dernière, on a eu Amélie et Arco. Donc en fait, je pense qu'on est sur la bonne voie pour le cinéma d'animation, et plus le cinéma d'animation va marcher, et notamment auprès du grand public, plus il va y avoir une possibilité pour les journalistes de couvrir le festival en disant à leurs rédactions respectives que ça a un intérêt. Donc je pense que c'est un cercle vertueux, mais en tout cas Annecy, c'est un incroyable festival dans un cadre vraiment incroyable, avec sans doute les meilleures glaces que j'ai mangées de ma vie. Bien sûr. Évidemment, et de superbes
façon du pédalo sur le lac entre 2 séances. Oui, clairement, c'est ce que j'ai fait. Non mais juste pour conclure ton propos, parce que je suis vraiment d'accord avec toi, nous typiquement on peut le dire en tambouille interne, c'est un festival qu'on aimerait couvrir, mais juste après Cannes on est rincé, on n'a pas le temps. Jusque là, Simon et moi on y allait, lui de son côté parce qu'il était invité par le festival pour en parler un peu, moi via Conmini, cette année il n'y a que Sophie qui y est allée. Globalement c'est des films qu'on aime et qu'on a envie de défendre. Mais t'étais pas invité via le podcast. Et à terme c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais actuellement notre organisation actuelle, c'est difficile. Post-Cannes, de se redéplacer tous ensemble pour se loger dans une ville, et puis Annecy c'est loin, et puis c'est cher, etc. Alors qu'on sait que Cannes, pour le coup, ça cartonne. Donc c'est ça aussi, l'économie elle est complexe là-dessus. Hein. Mais payez-nous un 4-sitter. Peut-être aussi ça. Thanks for coming to our show tonight. We appreciate the opportunity to serve you. Dernière actu, Tata Zaza, qu'on adore et qu'on embrasse si elle nous écoute. Isabelle Huppert, la grande Isabelle Huppert. Elle nous écoute pas, c'est sûr, elle nous écoute pas. Si elle nous écoute, on l'embrasse. Évidemment, mais je rêve qu'elle La nous grande écoute. Isabelle Huppert a été nommée présidente de la Cinémathèque lors d'un renouvellement du conseil d'administration. Il y a eu beaucoup de nouvelles têtes par ailleurs, on pourra l'évoquer, mais du coup, elle prend la présidence après un long règne, je dis ça comme si c'était un dictateur, pas du tout, mais un long règne de Monsieur Sir Costa Gavras, qui est quand même un grand cinéaste qui a vraiment... Il a été en 2 mandats, je précise. Hein. Il a été président dans les années 80, si je dis pas de bêtises, et puis ensuite il est revenu à la présidence plus tardivement. Mais genre de 2007 oui, à ça a été, 2025, ça a été une longue présidence. 2 questions pour vous. Premièrement, c'est quoi être président de la Cinémathèque? Pourquoi est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'a fait Costa Gavras? Deuxième question. Avoir Isabelle Huppert à ce poste-là, à quel point c'est symbolique et important? Alors, pour être un petit peu précis, président de la Cinémathèque française, c'est pas un poste, c'est pas l'équivalent de président-directeur général dans une grosse boîte. Hein, ça se joue pas tout à fait comme ça. Comme tu l'as dit, Arthur, il y a un conseil d'administration qui a, mine de rien, une certaine autorité sur le corps, on va dire, administratif de la Cinémathèque française. Je cite cet exemple récent, mais parce qu'il est quand même assez parlant, quand Frédéric Bonneau a trouvé malin de revenir avec sa vision des choses à lui sur l'affaire Maria Schneider au cours d'une conférence, il s'était fait taper sur les doigts par le conseil d'administration qui s'était désolidarisé de ses propos et qui avait publié un communiqué expliquant que, mis devant le fait accompli, Frédéric Bonneau s'était excusé pour cette sortie auprès de ce même conseil d'administration. Donc c'est pas un poste totalement honorifique. Néanmoins, comme je l'ai dit, il y a un directeur à la Cinémathèque française, quelqu'un qui a vraiment la charge de gérer toute la partie administration, et pas que, qui est aussi là pour présenter les séances, gérer l'accueil des invités, qui est donc Frédéric Bonneau, ça n'a pas bougé. Il y a la partie programmation, qui a elle aussi son directeur, je crois que c'est Jean-François Roger qui est encore à cette fonction-là. Donc, à quel poste? Directeur de la programmation. Si je dis pas de bêtises, il y a Bernard Benoliel aussi, qui est un théoricien du cinéma, qui est très impliqué dans la Cinémathèque depuis de nombreuses années maintenant, un poste important. Donc voilà, il y a plein de gens qui bossent là-dedans. Et donc, il y a quand même un conseil d'administration avec ce président qui, c'est la tradition, est toujours quelqu'un qui émane du monde du cinéma pour assurer une certaine, peut-être un certain gage de qualité dans la façon qu'a la Cinémathèque d'éditorialiser et de travailler la mémoire du cinéma et la diffusion de cette mémoire. La mémoire, c'est important, tu l'as dit, parce que Costa Gavras, notamment, s'est battu pour le Napoléon d'Abel Gans que la Cinémathèque a mis des années à refaire. C'est-à-dire que c'est là où le rôle peut être primordial, c'est sur la question du patrimoine et de ce que la Cinémathèque, en tant que musée, en tant qu'institution, peut mettre en place pour non seulement préserver le patrimoine, mais aussi, encore une fois, pour le rendre accessible, y compris si ça nécessite de passer par des étapes coûteuses et complexes, comme une vaste restauration, comme c'était le cas avec le Napoléon. Si Costa Gavras cède la main, c'est parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux. Il a plus de 90 ans, ça fait longtemps qu'il est là. Il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à sa réélection. Et là où évidemment il faut quand même adresser le cas d'Isabelle Huppert, c'est que c'est la toute première fois de l'histoire de la Cinémathèque française qu'une femme est élue à la présidence du conseil d'administration, et c'est quand même symboliquement pas rien, je pense. Pas n'importe quelle femme. Et pas n'importe quelle femme. Fois. Pardon. C'est super. C'est super, sachant que pour l'instant, au conseil d'administration, il est quasiment paritaire, parce qu'on peut revenir un peu sur la composition du conseil d'administration. C'est que des beaux noms. On a Isabelle Huppert en présidente. Il y a marqué président d'honneur vacant. Donc je sais pas ce que c'est. Soon. Après, on a toujours Frédéric Bonneau en directeur général. Pause dramatique. Ensuite, en vice-président, on a Olivier Assayas et Claire Denis. Donc pareil, ça claque. En trésorier, on a Saïd Ben Saïd,
Logique. Voilà. Et en secrétaire, on a Nicolas Philibert et Alice Winocourt. Ça à faire. C'est dur d'être secrétaire d'une asso, c'est toute la rédaction et tout, bref. Ouais. Mais voilà, donc c'est d'une asso, c'est un musée national, la Cinémathèque française. Non, je parle de ce que je connais. S'il vous plaît. Petit asso, comme ça. Non, mais donc on a quand même 3 femmes. On a Isabelle Huppert, Claire Denis, Alice Winocourt. J'ai envie de dire 2 générations de femmes, Claire Denis et Isabelle Huppert, un peu plus âgées, et Alice Winocourt qui représente plutôt une nouvelle génération de réalisatrices. Ce qui est bien parce que Isabelle Huppert, moi je trouve qu'elle c'est un symbole intéressant parce qu'elle est passée littéralement par toutes les étapes et tous les genres du cinéma français. Elle est aussi bien allée sur de la comédie que du drame. Elle a tourné à l'international. C'est un nom qui rayonne. C'est-à-dire qu'on avait besoin aussi d'avoir quelqu'un qui pèse aussi dans le cinéma mondial. Je veux dire, elle a littéralement tourné avec Hong Sang-soo, comme elle a tourné pour Paul Verhoeven, comme elle a tourné aux États-Unis. Enfin, je veux dire, elle a tourné pour Koreeda. En fait, elle symbolise un cinéma à la française que les cinéastes étrangers envient aussi. Elle est un symbole. Après, on peut se poser la question de est-ce qu'une femme un peu plus jeune aurait potentiellement envoyé une image de dynamisation, si ça existe comme mot, de l'image de la Cinémathèque, peut-être aussi à la suite de ce qui s'est passé, t'en avais parlé un petit peu Alexis, mais de l'affaire Dernier Tango à Paris, peut-être quelque chose sur cette évolution vis-à-vis d'un cinéma un peu machiste, vieillissant ou problématique. Cependant, on peut tout de même se réjouir que ce soit la grande Isabelle Huppert que le monde entier nous envie comme présidente. Ça reste un symbole très positif. Et puis ça peut paraître parisiano-centré, mais en l'occurrence, comme l'a rappelé Alexis, la Cinémathèque, c'est un truc qui est global et national. Je veux dire, ça, c'est pas de notre faute, c'est à Paris. Mais je veux dire, c'est une ampleur qui est nationale. Néanmoins, là où je rajouterai une petite pièce sur Isabelle Huppert, c'est qu'il faut savoir qu'elle est impliquée aussi dans la vie cinéphilique parisienne, puisqu'elle est accompagnée dans la vie de tous les jours d'un certain Ronald Chama. Ronald Chama. C'est marrant parce que Ronald Chama, c'est vraiment le mec d'Isabelle Huppert et pas l'inverse, comme on pourrait le faire. Et pourtant, Ronald Chama, qui connaît un peu tout le 7e art, et notamment propriétaire de 2 salles d'art et essai très importantes à Paris, qui est le Christine et le École Cinéma Club. C'est ça, parce qu'il y a maintenant un seul réseau qui est Paris Cinéma Club. Ah, c'est ça. Voilà. Et qui sont 2 salles importantes, pour lesquelles Isabelle Huppert intervient régulièrement. On sait qu'elle est un peu impliquée aussi parce que c'est des cinémas qui font beaucoup de patrimoine, qui font que du patrimoine. Qui font que ça, quasiment. Dans le cinéma de répertoire, etc. Les avant-premières Netflix. Et les avant-premières Netflix, tout à fait. Oui. Et ça, à quel point ça vient de Zaza, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas juste une actrice, c'est quelqu'un qui est au quotidien mêlé à l'importance de la restauration et du cinéma de répertoire, comme on pourrait dire. C'est ça. Et pour ce qui est de Costa Gavras, un petit mot quand même sur Costa Gavras. Donc, la carrière n'est plus à présenter, mais qui a eu un rôle de premier plan quand même. C'était pas un président effacé. Il était toujours présent aux avant-premières. Moi, j'ai quelques souvenirs assez émouvants des fois lorsqu'un film est présenté à la Cinémathèque, de voir au moment où les lumières s'éteignent un petit Costa Gavras qui rentre dans la salle qui vient discrètement s'asseoir au premier rang parce qu'il a envie de revoir le film avec les gens. Là, il vient de faire, il a fait les 2 séances des 2 films de Rajamouli qui duraient 3 heures. Il est resté 9 heures assis sur une salle. C'est vraiment un cinéphile et un cinéphage de premier plan. Et pour donner quelques chiffres, donc je disais, il a eu 2 mandats différents. Il a été président de 82 à 87, donc dans la foulée de sa Palme d'Or pour Missing, qui est de 81 ou 81, si je dis pas de bêtises. Et il a été président suite au décès de Claude Berry à partir de 2007 jusqu'à cette année. Donc si on cumule les 2 mandats, Costa Gavras a été président de la Cinémathèque française en tout et pour tout pendant 24 ans. Pas mal. Et c'est de fait le président à avoir eu le mandat cumulé le plus long de toute l'histoire de cette institution. Donc, évidemment, il fallait céder la main. Voilà, mais c'est pas rien que ça se produise, quoi. Que Costa Gavras enfin tire sa révérence, c'est pas rien. Voilà, c'est une page en fait de l'histoire de la Cinémathèque française qui se tourne et une nouvelle qui commence et pour laquelle je suis très curieux. Et pour lequel il va falloir attendre un petit peu parce que pour sentir l'impact d'une nouvelle présidence, ça se compte en années. Oui, ça peut se jouer sur l'année prochaine et l'année d'après, quoi. Sur quelles vont être les rétrospectives. Est-ce qu'on va sentir une réorientation, un changement de paradigme, peut-être d'autres cinémas mis en avant différents. Ça, évidemment, c'est le temps qui va répondre. J'ai une dernière question, un dernier mail, parce que vous savez qu'on prend toutes vos questions au sérieux. Pour ce qui est de l'organe interne au podcast, j'ai mis pas mal de questions de côté parce qu'on va prochainement vous faire une FAQ
On en a reçu là pas mal et des intéressantes par ailleurs. Donc ça, je les ai mis de côté. Mais sinon, on joue le jeu et on vous répond toujours avec sérieux. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les deux, à tous les trois même, en m'incluant, qu'on réponde très sérieusement à ce mail d'un certain Lionel. Bien le bonjour au podcasteur chaud responsable des vagues de chaleur. Je vous ai trouvé dur mais juste sur les films de Gaulle. Peut-être n'avez-vous pas été touché par cet instant de grâce lorsque Charles de Gaulle repense à la mort de Jean Moulin et il voit son visage touché par une lumière, subtilité, j'écris ton nom. Même si le film est truffé de défauts, j'ai passé un bon moment. Cela tient sans doute au double programme de mes visionnages, L'âge de fer suivi de Scary Movie 7 et 6 et j'écris ton nom suivi de Supergirl. Après moult digressions, voici mes questions. Des séances 4DX avec Odorama sont-ils prévues pour la diffusion de la partie 3 de Jeanne d'Arc et de la coloscopie de Nicolas? Et est-ce que la dite coloscopie est-elle filmée avec des caméras IMAX 77 mm? Je vous souhaite une bonne continuation et de belles vacances méritées. Hâte de vous entendre dans vos prochaines sorties et lors d'un pas vu pas pris. Ah, moi, je suis très Bye, signé Lionel Doubidou Santé tout attaché au singulier. D'accord. Lionel Doubidou Santé tout attaché au singulier. Je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble de l'IMAX 77 mm. Non, c'est moi qui ai mal lu. Mais du coup, ça m'intéresse. Tu sais, le gars jusqu'au boutiste qui rajoute 7 mm juste pour faire chier les gens, tu vois. Non, moi j'aimerais bien voir à quoi ressemble une coloscopie avec une caméra IMAX 70 mm dans ton cul. Non. Si je puis me permettre. Non. Bah, on demandera à Nico la semaine prochaine. Allez. Ce qu'il en pense. Ou pas. Donc- Non. Allez, on arrête la blague. On arrête. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, les amis, on se retrouve demain pour notre épisode patrimoine et on va rider au soleil. Bye les amis et gloire au satin.